Tous ensemble, France, tous unis, jambistes. Hey, meilleur van. Allez, Frédéric Villon. C'est génial qu'on soit mis en lumière, ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on a un grand handicap qu'on ne peut pas pratiquer du sport en fait. De toute façon, je pense que des podcasts, vous en avez déjà fait. Ouais. Non, moi, je fais une première. Non, c'est vrai? Baptême. Trop stylé. Moi, je suis là un bébé, donc tout ce qui est médias. Non, mais c'est vrai. J'ai Bah, un petit XP. ouais, mais t'as été quand même pas mal courtisé. Ouais, mais c'était Avant, que des pendant. premières fois, quoi. Ah ouais, ok. Donc, c'était trop cool, j'ai trop kiffé, mais. Par contre, je peux juste faire un petit test de vos micros. Voilà, Yes. n'hésitez pas, je sais pas, ils sont peut-être un peu hauts. Je sais pas si on va les baisser. Ouais, quoi que je suis. Ouais, Là, comme ça Thomas. Ouais, je pense que. Vas-y, Nélia. On va voir si ça- 1, 2, 1, 2. On est à Vers-sur-Marne pour un podcast. Trop bien. Nickel. Nélia, vas-y, let's go. Et il fait gris, mais on est dans le bateau. Trop bien. Trop cool. Parfait, merci. Et salut tout le monde, bienvenue dans Par Amour du Sport, le podcast qui met en avant les athlètes paralympiques, mais aussi toutes les personnes inspirantes qui gravitent autour du sport et du handicap. Aujourd'hui, on est avec deux championnes qui ont brillé l'été dernier à Paris 2024. La première en face de moi, avec qui sa première expérience dans des Jeux paralympiques à seulement 22 ans, si je dis pas de bêtises. Elle a gravi les échelons à toute vitesse, performant au plus haut niveau 3 ans seulement après son accident. Double championne de France et médaillée de bronze au championnat d'Europe l'an dernier en pirogue catégorie VL3, elle a désormais dans le viseur Los Angeles 2028, mais aussi ses études de kiné, autant dire que ça charbonne fort. C'est Eléa Charvet. Ouh. Salut. Et à ma gauche, on a une athlète qui a accepté de prendre du temps pour discuter entre deux séances d'entraînement bien vénères, en tout cas, si j'ai bien compris. Et j'en remercie. Double vice-championne paralympique à Tokyo et à Paris, 4 fois vice-championne d'Europe, 4 fois médaillée mondiale en bronze et en argent. Elle chasse l'or comme jamais. Étudiante en design graphique en parallèle de cette brillante carrière de haut niveau, membre de l'armée des champions du bataillon de Joinville, cette artiste dans l'âme qui fait aussi du violon et de la guitare, j'ai cru comprendre, Ah ouais. est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes en situation de handicap ou non. C'est Nélia Barbosa. Coucou. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ma petite invitation. Comment Merci déjà à toi. avec plaisir. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Comment ça se passe en ce moment? Et en ce moment, ça va bien. Enfin, on prépare les piges qui sont très bientôt, maintenant 1 mois et demi, je dirais, quelque chose comme ça. Les piges, c'est les sélections pour l'équipe de France. Ok, alors pour le coup, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Désolé. Vraiment. En journaliste, ça n'a C'est absolument pas- rien à c'est voir le en plus. jargon. C'est le jargon canoë-kayak, Non, c'est non, vrai mais- qu'on l'oublie, mais on parle dans une langue spécifique. Et du coup, moi je prépare ça, Nélia aussi. Ouais, moi aussi. Alors moi ça va. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre à l'entraînement. C'est vrai que c'est pas évident après une Olympiade, une Paralympiade, de se remettre à l'entraînement, de trouver des nouveaux objectifs. Donc j'ai vraiment posé la pagaie pendant pas mal de semaines. Je suis retournée en cours, j'ai rédigé mon mémoire. Puis là, je me donne un peu de nouveaux objectifs, donc plutôt chez les valides, en tout cas cette année. Même si en parallèle de ça, j'ai quand même volonté de continuer ma saison en paracanoë. Mais voilà, on va dire que la difficulté, c'est vraiment de se trouver de nouveaux objectifs. Politiquement, il y a la Fédé qui change aussi énormément. Donc ça demande aussi beaucoup de travail en autonomie. Mais j'ai l'impression que les athlètes, ils sont hyper soudés. Donc on communique vachement entre athlètes et ça permet aussi d'aller en l'entraînement assez sereinement, on va dire. Ouais, bien sûr. Mais du coup, tu as eu le temps de rédiger ton mémoire après les Jeux. Ouais, Wow. ouais, bah, j'ai enchaîné direct. Respect. J'ai rédigé mon mémoire et après j'ai pris des vacances. Non, je voulais vous demander, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans vos présentations respectives ou est-ce Non, que... je crois pas. Non, Et, c'est plutôt complet. non, hein. c'est vrai c'est que plutôt complet. dépeindre le tableau de Nélia comme ça, même moi, ça me... Waouh, ça Je suis m'intimide. Je suis juste avec une star, en fait. Non, avec des stars. Avec des stars. Non, du coup, alors moi, j'avoue, j'aime bien ramener le goûter, c'est un peu le maître mot de ce podcast. Donc, Ça régale. voilà. J'espère que ça vous a régalé cette Ah ouais, petite, c'était trop bon. cette petite tarte J'ai au pas citron. fini, mais... Moi, je l'ai englouti, il y en a plus. Et du coup, bah voilà, on est au. Alors pour situer un petit peu, on est au Pôle France, c'est ça, de Vers-sur-Marne, C'est de ça. canoë-kayak. Là où, du coup, bah, en l'occurrence, toi, tu avais ramené la dernière médaille à la délégation française lors des Jeux Para. Ouais. Donc ça te fait toujours un truc de revenir ici, ou en vrai, bon, bah, en fait, c'est juste ton principal lieu d'entraînement, c'est la maison, quoi.
Alors, un peu des deux, c'est vrai que ça me fait toujours un truc. Après, j'ai tellement associé cet endroit à l'entraînement qu'aujourd'hui, quand je viens ici, voilà, c'est pour monter sur l'eau, c'est pour voir les potes, c'est pour m'entraîner. Et puis récemment, ils ont commencé à enlever les décorations des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et là, j'avoue que j'avais une petite larmichette en mode ah mais non, mais c'était bien en fait comme ça, le béton gris et tout, on n'aime pas trop. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir que petit à petit, on est en train de transiter sur Los Angeles. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Hein. On savait qu'il y avait un début, il y a aussi une fin. Donc voilà, c'est assez émouvant en vrai. Ah bah ouais, non mais j'imagine totalement. Et je voulais vous poser la question, en l'occurrence en entrée de podcast, je pense que c'est plus logique. Mais du coup, vous, quelle relation, si vous entretenez toutes les deux? Vous êtes quand même partenaires, j'imagine, d'entraînement assez souvent. Je sais pas si on peut décrire ça en 2 mots. Comment ça se passe entre vous? Et là, très mal. En vrai, on se déteste. Vraiment, Nélia, qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi un petit peu. Non, mais en fait, on s'est découvertes dans le sport. Donc, je pense qu'on a vécu des émotions très, très fortes, très, très vite, toutes les deux. Et ça nous a permis de lier une vraie relation d'amitié. Et je pense que c'est de la chance. C'est même un petit peu rare d'être aussi soudés dans le sport. Et moi... je t'aime bien. Hein. C'est vrai qu'on a la chance de ne pas être concurrente directe. Donc c'est vrai que ça enlève déjà une pression. Ça enlève déjà une pression. Il faut savoir qu'avant qu'il arrive, moi j'étais la seule fille dans l'équipe, staff confondu, hein, donc c'était pas évident. J'étais la plus jeune. Après il est arrivé, ça a quand même fait une rentrée de fraîcheur parce que c'est vrai qu'au Paracanu on a tendance plutôt à recruter des personnes un peu plus âgées que des vingtenaires, on va dire. Bien sûr. Et donc ça a permis aussi de pouvoir aller en stage, aller en compétition de façon un peu plus légère qu'avant où forcément. Un milieu très masculin. Sur un milieu très masculin, c'est pas évident de faire sa place, de s'exprimer. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Iléa, c'est beaucoup plus facile aussi à deux. C'est plus facile de dire là je suis pas d'accord, là j'aimerais bien ceci ou cela, que quand on est toute seule, quand on est une fille, quoi. Vous faites front, quoi. C'est ça. J'aime bien, ça commence par une petite déclaration d'amitié. Non, du coup, alors à travers ce podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est retracer un peu le fil de votre relation au sport. Alors depuis, on va dire vos premiers pas, si tant est qu'on s'en rappelle, mais jusqu'à aujourd'hui, et puis tout cet aspect haut niveau. Je sais pas, déjà, question un peu générale, mais ça représente quoi pour vous le sport? Est-ce que, par exemple, vous avez un souvenir un peu marquant, peut-être vos premiers souvenirs d'activité physique et sportive, je ne sais pas comment on peut dire ça, un truc qui vous a marqué, que ce soit, je sais pas, à l'école, avec un prof qui était trop bien et qui vous a mis un peu le pied à l'étrier, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pas si simple, hein. C'est pas évident. C'est vrai que de mon côté, j'ai commencé le sport assez tard, entre guillemets. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Et en général, le kayak, chez les valides, ça se commence vers 7-8 ans. Okay. Donc bon, j'ai pas mes souvenirs de 7-8 ans, parce qu'avant, j'étais violoniste. Mais par contre, j'ai ce souvenir où vraiment, j'ai débloqué la love story avec le kayak en colonie de vacances, en Corse. C'est là que j'ai testé plein de sports nautiques. Enfin, c'était vraiment trop fun. Et ouais, c'est vraiment là, en fait, que j'ai eu le coup de cœur pour les sports d'extérieur, les sports portés, où en fait, on sent plus son poids, on sent plus son handicap. Et je me suis vraiment sentie libre. Donc ouais, je crois que c'est vraiment mon histoire de coup de cœur avec les sports nautiques. Ok, non mais c'est marrant. Moi, ça veut dire que du coup, c'est pas le sport qui t'a direct... Enfin, c'est pas l'école, pardon, qui t'a... Non. Et puis en Corse, en plus. Ouais, c'est clair. Sous le soleil. Non, mais c'est vrai, je rejoins beaucoup Nélia sur le sport porté parce que j'ai touché à pas mal de sports avant de rencontrer le canoë-kayak parce que moi, je m'y suis mise encore plus tard, à 18 ans. Et c'est vrai que ça a été une sensation de liberté de monter dans cette embarcation et puis de pouvoir faire du sport avec l'intégralité de mon corps sans me poser la question de « Ah, il y a quelque chose à adapter, il y a quelque chose à faire ». Non, là, c'était juste « Prends ta baguette, vas-y, va dehors ». En plus, j'ai la chance de pouvoir commencer ça en été. Donc, en été, c'est le meilleur sport du monde. Je prenais le soleil avec ma petite baguette, mon petit bateau et ouais, c'est trop fou comme sensation, quoi. C'est clair, tu me disais en l'occurrence que à 100% ça avait été un instrument de ta reconstruction. Ouais, c'est clair. Que ça soit mental ou physique, ça m'a énormément aidée. Parce que quand même, avoir une certaine condition physique et un handicap, c'est assez important pour que la vie quotidienne soit plus simple. Et puis mentalement, parce que ça m'a reconnectée avec moi-même. Peut-être que c'est pas exactement le terme, mais je me suis redécouverte à travers le sport et donc grâce au canoë-kayak. Ok.
Ah, c'est beau. Et en l'occurrence, alors toi, Nélia, du coup, ta première licence sportive, c'était du canoë? Alors, c'était en slalom. En slalom, ok. Ouais, donc en kayak. Moi, je Ouais. fais plutôt de la pagaie double. Ouais. Et aujourd'hui encore, je fais du slalom parce que c'est un peu mon essence, c'est un peu mon bébé. Enfin, c'est un peu de là que je viens. Et en plus, j'adore ça. Je suis passionnée de ça. Et à côté de ça, je fais aussi du coup du paracanoë, donc c'est du sprint, donc toujours en kayak. Alors, la complexité entre le canoë et le kayak, donc on va l'expliquer quand même rapidement. Ouais, C'est que le canoë, ça se fait avec une pagaie simple. Donc chez les valides, c'est sur les genoux. Chez les paras, c'est sur les fesses quand même, en tout cas avec pagaie simple. Le kayak, c'est une pagaie double, donc on pagaie des deux côtés. Et donc moi, je fais surtout du kayak. Mais par contre, la discipline paralympique, ça s'appelle paracanoë, parce que c'est le nom anglais, donc paracanoe. Donc voilà, je me suis mis au paracanoë suite à mon amputation, qui a eu lieu quand j'avais 19 ans. Mais j'ai toujours la volonté de jouer sur les deux disciplines, slalom et paracanoë, parce que les deux m'apportent énormément. C'est deux embarcations très différentes, parce que le kayak le kayak de slalom, ça se fait en eau vive, ça se fait sur de la rivière. Beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Beaucoup de technique, c'est ça, c'est la discipline de Tony Estanguet, pour ceux qui voient. Et par contre, le paracanoë, ça se fait sur eau plate. Il faut aller le plus vite possible, il faut être très explosif. C'est un temps d'effort qui dure moins de 50 secondes. Donc c'est vraiment deux disciplines très différentes, mais qui pour moi sont complémentaires. Ils me font progresser mutuellement l'une dans l'autre. Et toi, en l'occurrence, Elia, tu avais testé aussi le slalom, c'est pas spécialement pour toi? Non, pas encore. Parce que tout simplement, il n'y a pas de para-slalom encore. On croise les doigts. Mais ça pourrait arriver. Enfin, je me pose la question. Hein. Non, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas trop je pense que dans les mœurs, c'est pas trop. En fait, le paracanoë, c'est une discipline qui est assez récente, donc on est déjà en train de développer ce qui existe déjà. Moi, ma volonté, en tout cas, c'est vraiment de faire entrer le paraslalom. Je milite pour ça au quotidien, et c'est pour ça aussi que j'en pratique, pour montrer qu'on est capable de faire du paraslalom, même à assez haut niveau chez les valides en étant amputé. Donc, on travaille sur ça, mais pour l'instant, c'est vrai que la priorité, je pense que c'est vraiment de développer la course en ligne en para, pour pouvoir après s'imposer auprès des autres disciplines paralympiques qui sont déjà bien posées, comme la natation, comme l'athlétisme. Puis après, peut-être penser à d'autres disciplines. Ouais, bien sûr. Et alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, je crois que Nélia, tu avais passé du coup une partie de ton enfance au Portugal. Tu me dis si je dis une bêtise, jusqu'à tes 8 ans et demi. C'est ça. Je voulais juste savoir comment ça se passait à l'école là-bas. Est-ce que peut-être même tu étais dans une école adaptée ou je sais pas du tout comment... Alors, j'étais dans une école normale. J'étais au lycée français de Lisbonne. Donc, je parlais portugais et français. Et donc, à l'époque, je savais déjà que j'avais une maladie. Donc, c'est une neurofibromatose de type 1. Donc chez moi, ça se traduit avec l'apparition d'une tumeur au niveau de la cheville, une tumeur bénigne. Je savais que je pouvais pas courir, que je pouvais pas faire de sport entre guillemets, parce que pour moi, courir c'était égal sport et sport égal courir. On pouvait rien faire d'autre. Et puis surtout à l'école, on te fait que surtout faire des tours de terrain. Exactement. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas le meilleur outil pour faire du sport quand on est en situation de handicap ou même quand on n'aime pas courir. Et donc je m'étais dit, tiens, le violon, ce sera mon sport. Donc je faisais du violon, je faisais beaucoup de violon, je faisais beaucoup de dessins. Et ensuite, je suis arrivée en France donc à l'âge de 8 ans et demi. Toujours avec cette idée de il faut faire du violon, et petit à petit je me suis un peu lassée, c'était trop scolaire. Moi j'avais besoin de liberté, je suis un peu un zébulon donc j'avais besoin de liberté, et du coup le kayak ça m'a apporté cette petite liberté qui me manquait en faisant du violon. Ok, et toi là tu avais des activités un peu extrascolaires, ça peut être du sport, ça peut être autre chose en l'occurrence quand t'étais plus petite. Moi j'étais trop Brutus pour faire quoi que ce soit qui touchait à la musique, à mon plus grand regret parce que je suis très admirative des musiciens, mais j'ai toujours été assez sportive, j'ai fait plein de choses différentes, du sport indiv, du sport collectif. Et puis, ça s'est concrétisé, ça s'est affiné plus tard. Ok, et est-ce que tu avais un peu la cote grâce au sport à l'école? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc de hiérarchie sociale où en gros, tu peux ne pas être le plus populaire, mais dès que tu es un tout petit peu bon en sport, comme ça, peut-être globalement, les gens te laissent un peu tranquille, ça se passe pas trop mal. Enfin, je sais pas si tu l'as vécu comme ça. Je sais pas si je l'ai vécu comme ça, mais moi non plus, c'est vraiment pas l'école qui m'a fait aimer le sport. Non, alors j'avais deux petites questions qui n'ont rien à voir, plutôt de culture G, le mot est beaucoup trop, on va dire de souvenirs des Jeux para, plutôt, je pense que c'est la meilleure formulation. Sur les 75 du coup, médailles ramenées par vous, par la délégation tricolore aux Jeux para l'été dernier, est-ce que vous sauriez me dire quel est, alors, en pourcentage, le taux de conversion à l'or, c'est-à-dire le pourcentage de médailles d'or sur l'ensemble des médailles gagnées lors des Jeux para? Je sais pas. J'ai envie d'être
d'être Je ambitieuse, dirais tu sais. 10% peut-être. Non, Un peu plus. Un peu plus. Allez, Ouais, 20. allez. 20. Ouais, pas loin. Bah, je crois que c'est Si. 25%. 25. Ouais, Ah, Ah, purée, c'est quand fort, même. ouais c'est... On est On est fort, sur hein. un quart. Ouais, c'est ouais, stylé, 19 c'est stylé. médailles d'or, 28 bronze, 28 argent, je Ok. crois. Et oui, je me rappelle notamment, c'était Marie-Amélie Le Fur qui m'avait donné la stat. Je disais, ouais, pour le coup, c'est intéressant. Elle avait l'air plutôt en mode ouais, mais en même temps, les Pays-Bas, ils font plus 50% de conversion. J'étais là, ok. Effectivement, il y a peut-être encore du chemin. Mais... Et la deuxième petite question que je voulais vous poser, combien d'athlètes féminines ont été médaillées l'été dernier lors des Jeux pareil, hein, toujours. C'est Côté français. En pourcentage aussi. En nombre, ouais, combien d'athlètes Sur 19 médailles, du coup. En l'occurrence, sur les 19 médailles, je peux dire qu'il y en a eu 3 d'or qui ont été remportées par des femmes. Ouais. Et en tout, combien il y a eu de médaillées féminines Allez, sur les 75 médailles gagnées? 9. Pas loin. 11. Du coup, Je sais pas, c'est C'est dur. le juste prix. la meilleure tricheuse. Donc 15 médaillées ok. féminines lors des Jeux. Et du coup, 3 médailles d'or, sachant qu'il n'y avait pas eu de championne paralympique à Tokyo en 2021, pardon, donc quand même une petite progression. Petite progression. Carrément. Et justement, je voulais un peu avoir votre regard sur, plus globalement sur les difficultés d'accession au haut niveau pour des athlètes féminines. Voilà, je voulais savoir aussi, selon vous, c'est dû à quoi? Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, un manque de représentation dans les instances, un manque d'incitation, enfin, beaucoup de choses. Évoluent aussi dans un milieu très masculin qui manque un peu de rôle modèle féminin. Je sais pas exactement quelle est votre autopsie du truc. Je sais pas comment on peut dire ça. En vrai, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. La première, c'est qu'il y a plus d'hommes en situation de handicap que de femmes, parce qu'il y a plus d'accidentologie chez les hommes que chez les femmes. Donc déjà, automatiquement, un homme, quand il est en situation de handicap, il a tendance à directement se retourner vers le sport, alors qu'une femme, ça va... Donc déjà, il y a moins de femmes, mais en plus, c'est pas le vu du moteur regard de la principal. société, elle va plus tendance à avoir envie de se reconstruire physiquement et ensuite peut-être à se mettre à un sport. Et ensuite, parce que déjà, quand on est valide, pouvoir s'exprimer et s'affirmer en tant qu'athlète, en tant que femme, dans un collectif globalement masculin, c'est pas évident. Quand on est en situation de handicap, ça l'est d'autant plus, parce que il y a encore plus d'hommes. En général, ils sont plus âgés. Donc ça... En fait, c'est un double combat et je pense que ça n'aide pas au développement du sport féminin et aussi parce que tout l'entraînement, toute la structure, toute la préparation d'un athlète est basée sur une préparation d'homme. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, par exemple, le cycle menstruel d'une femme, sachant que, en fait, ça arrive tous les mois, ça concerne quasiment toutes les femmes, et c'est suffisamment impactant pour qu'on puisse construire l'entraînement autour de ça. Et pourtant, il n'y a que très très peu d'entraîneurs qui le prennent en compte. Ça n'aide pas aussi à l'accession du très très haut niveau chez les femmes. Et voilà, ça fait partie je pense que des points de progression sur lesquels travaillent déjà les meilleures nations, je pense, mais sur lesquels on ne travaille pas encore assez, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa. Je pense que tu as dit ce qui était le plus important. Et oui, effectivement, s'affirmer et dire non, déjà, je pense que dans la vie en général, c'est compliqué. En tant que femme, forcément, ça l'est encore plus. Et dans un milieu comme ça où il n'y a pas beaucoup de monde, et en plus de ça, du coup, il y a beaucoup d'hommes, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, aussi, le fait qu'on soit deux, ça a un petit peu libéré la parole. Je pense qu'il y a des choses pour la prépa des Jeux qui ont été mis en place, qui ont évolué. qui ont mis du temps à arriver sur le devant, quoi. Quand on est seul, comme ça, au milieu de ce champ de bataille, et qu'on doit dire non, mais en fait, ça me convient pas, quoi. Ouais, ça avance un peu plus vite. Puis il y a toutes les particularités aussi, je pense que tu en parlais aussi, Nélia, mais liées à la maternité, etc. Je pense que on a surtout l'exemple de Clarisse avec Beignenou qui était un exemple fondateur, mais on a l'impression que ça avance. Alors je ne sais pas si on a encore largement de la marge, je pense, mais on a l'impression quand même que ça évolue. Ça, c'est mine de rien quand même plutôt une bonne chose. Ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui acceptent leur maternité pendant leur saison, en tout cas pendant leur préparation. Donc récemment, il y a Manon Apiti-Brunet qui a annoncé sa grossesse. Je viens tout juste de voir que je crois que c'est Joanne Defay qui a annoncé aussi qu'elle attendait un bébé. Donc je trouve ça vachement chouette. Je pense que ça va permettre aussi à d'autres jeunes femmes qui sont sportives ou athlètes de se dire en fait c'est faisable.
stable en carrière. Je suis pas obligée de tout stopper. Et voilà, on a quand même l'horloge biologique aussi. Faut pas l'oublier. Et je pense que de le prendre en compte, ça permettra aussi à beaucoup de femmes de pas se poser de questions, de ne plus avoir peur. Et je pense d'avoir de nombreuses femmes championnes olympiques et paralympiques au prochain jeu, j'espère. Ouais, carrément. Puis d'avoir une charge mentale peut-être un peu moins dense, on va dire ça comme ça. Ouais. Et vous pensez quoi aussi de la médiatisation, alors plus globalement sur le sport féminin, parce qu'on a l'impression que ça progresse. De toute façon, les chiffres le montrent un peu, mais toujours est-il que j'imagine que quand vous faites des courses qui ne sont pas des championnats d'Europe, des championnats du monde, ça reste compliqué à être médiatisé, des trucs comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez un regard plutôt positif là-dessus, ou en vrai, on en est quand même encore loin des retransmissions sur des chaînes publiques notamment, et autres. Mais... C'est vrai que globalement, quand on allume la télé, alors je l'allume plus beaucoup, mais c'est vrai qu'on allume la télé sur une chaîne sportive, on voit beaucoup de sport masculin. Alors moi, je vois du sport féminin, mais parce que ça m'intéresse. Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, il va être capable peut-être de vous citer Clarissa Agbenienou, et après, ça s'arrête là, quoi. Alors qu'en fait, il y a Lou Jean Monod qui a fait des résultats exceptionnels en biathlon, et je trouve ça hyper dommage de ne pas en parler plus, de ne pas les inviter plus sur les plateaux, parce qu'on a besoin... Forcément, la médiatisation, elle vient aussi des journalistes, des médias, à inviter ces personnes-là sur les plateaux. Avant, on n'entendait pas du tout parler du football féminin. Aujourd'hui, on commence un petit peu à en entendre parler. Je pense que les gens sont capables de citer quelques footballeuses. Mais voilà, c'est tout léger, c'est très timide. Et pour l'instant, moi, je trouve que c'est encore pas assez à mon goût. Mais complètement, puis surtout, alors là j'ai l'impression de me répéter au fur et à mesure des épisodes, mais j'en discutais avec Damien Séguin qui était sur le Vendée Globe, et il expliquait que selon lui en tout cas le développement la médiatisation du parasport, elle suit un peu la même courbe que celle du sport féminin. C'est pour ça que le parallèle il n'est pas totalement déconnant, c'est-à-dire que on commence à en parler, mais on est sur un creux qui est quand même assez léger, quoi. Et les gens se rendent compte que c'est chouette en y allant finalement. C'est vrai qu'avant le parasport, les gens disaient c'est des sportifs qui sont courageux quand même, parce qu'ils ont des handicaps et tout. Et depuis les Jeux de Paris, les gens ne parlent plus du tout du handicap, mais sont mais t'as vu ce qu'il a fait et tout, mais c'est un truc de dingue cette performance, et puis la vitesse à laquelle il arrive avec son fauteuil, et vraiment ils sont impressionnés de la performance sportive, mais pas il est en fauteuil, il lui manque un bras, c'est trop triste. Et donc là on est en train d'évoluer doucement mais sûrement, donc j'espère que ça va continuer. On parlait de l'héritage des Jeux, et bon, pour l'instant, j'avoue que... il est dur à sentir. On est un peu déçus de ce qui suit, mais en tout cas, on est quand même optimiste pour la suite, parce que les Jeux, c'est pas fini. Il va y avoir les Jeux d'hiver qui vont arriver. On a hâte de suivre ça, et puis évidemment, les Jeux d'été qui vont arriver après à Los Angeles, donc ce n'est pas fini. C'est clair. Et vous l'avez ressenti, toi notamment aussi, Eléa, le fait que justement, il y a des gens qui viennent te parler à proprement parler de tes perfs, quoi. C'est-à-dire qu'ils t'ont vu cet été, ils se sont fait « Waouh, mais c'est ouf !» Ouais, c'est sûr. Les gens donnent de la légitimité, en fait, à notre sport. Et c'est plutôt plaisant parce que... ça s'est ressenti dans le discours et dans l'abord des personnes complètement extérieures au sport qui viennent te parler en te disant « Ouais, tu fais quel sport ? Quel résultat t'as fait ?» Et il n'y a plus cette notion de para ou de handicap où on te présente « Ah, donc elle a eu un accident de la route et donc elle a fait Non, elle fait du sport et bon, il lui est arrivé ça, quoi. Et c'est vrai que ça change ce changement... il est hyper important, il fait du bien, et je pense qu'il va nous mener plus loin, quoi. Carrément. Justement, tu me fais la transition parfaite, mais je voulais savoir un peu comment, pour toutes les deux, s'était passé votre arrivée progressive vers le haut niveau. Alors du coup, toi, je sais qu'Eléa, tu m'avais dit que ça avait été compliqué après ton accident, etc. Mais au final, tu as été remise en selle. Notamment, il me semble qu'il y a une kiné pendant ton centre de rééduc avec qui tu discutais. Il y a eu l'assaut comme les autres. Enfin, je sais pas si tu peux nous remettre tout ça dans le bon ordre. Je dis ça un peu en vrac, mais... Moi, mon association, elle était très, 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 très rapide. Et du coup, il y a énormément de points positifs et de points négatifs parce que j'ai dû m'adapter à un milieu que je connaissais pas du tout très, très vite. J'ai dû prendre des repères qui, parfois, n'étaient pas toujours les bons. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle Paralympiade, ça me permet aussi de reconstruire
Moins dans le rush. Ouais, c'est ça, que ça me corresponde plus. En fait, je suis arrivée dans le truc et directement, je me suis imposé des choses que je connaissais pas. Et donc, c'est là où ça a été compliqué. Mais par contre, c'était trop génial parce que, du coup, après cet accident, ça m'a quand même permis de continuer à avoir du contact avec les gens, de pas avoir peur de sortir, d'avoir l'ambition de continuer mes études. Ça a quand même atténué beaucoup de craintes que quelqu'un aurait pu avoir en sortant d'un centre de rééducation après avoir passé 1 an et demi cloîtré dans un petit cocon. Donc voilà, je suis là aujourd'hui et en vrai, je suis plutôt fière, ça va. Y a de quoi être fier, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, parce que du coup, c'est pour ça, il me semblait que j'avais compris ça, que c'était aussi notamment sur les conseils d'une kiné qui t'avait mis en lien avec l'ASSO comme les autres, et ensuite que du coup, tu avais décidé de tenter de passer les tests du programme La Relève. Ouais, c'est ça. Je me suis très liée d'amitié avec une kiné qui était dans mon centre de rééducation, et puis c'est elle qui m'a un petit peu poussée en me disant non mais si, essaye quand même, ça serait pas mal et tout, pourquoi pas. J'avais déjà un tempérament un peu compétiteur, et l'accroche a été vite faite, quoi. J'ai fait 3 tests et puis j'étais en mode déchiré à l'ergomètre, quoi. C'est trop bien, mais c'est pour ça, je me dis que concrètement, tu es l'exemple même que tout peut aller très vite. Alors après, encore une fois, il faut se donner les moyens, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais comme quoi, on sent que le haut niveau, en tout cas sur le côté para, ça peut aller vite. Et moi, j'avais notamment une de mes amies que j'ai pu interroger dans un épisode du podcast, qui, pareil, après son centre de rééducation, faisait une compétition, je crois que c'était de natation 1 an après son accident. Et en fait, directement, elle avait été un peu spotée par la Fédé Handisport, par le côté un peu... tu pourrais être amené à faire de la compétition. Et c'est vrai que je me dis, d'un premier abord, ça, je sais pas, ça effraie un peu, quoi. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, mais... Je pense que ça peut aller très vite, mais je pense aussi qu'il faut s'en donner énormément les moyens. J'ai quitté là où j'ai grandi pour venir sur le pôle France, du coup j'ai cherché des études qui étaient compatibles avec le sport, que je me suis créé des nouvelles routines de vie, que mon quotidien a été complètement bouleversé. Et en fait, c'est important de rappeler qu'en fait on a exactement le même quotidien qu'un athlète qui s'entraîne pour les Olympiques, et que ça a ses contraintes comme ses qualités, et il n'y a pas de... les paras s'entraînent comme ça, les olis s'entraînent comme ça. On s'entraîne tous pareil, on a des ambitions qui sont propres à chacun. Et donc oui, ça peut aller très vite, mais il faut être accroché. Il faut être motivé, c'est mon compliqué. Du coup, c'est quand tu es arrivé au pôle France, ici à Vers-sur-Marne, que tu as rencontré Nélia. Je sais pas comment s'est fait la rencontre. On s'est plutôt rencontrés en stage. Ok. C'est vrai que moi, j'étais un peu moins sur le pôle France. Donc moi, mon histoire un peu, c'est que je faisais du slalom avant. Ensuite, je me suis fait amputer. Et à partir de là, il y a plein de gens qui m'ont parlé des Jeux paralympiques. Moi, j'étais en mode oui, d'accord. Je me sentais absolument pas légitime à faire les Jeux paralympiques parce que pour moi, j'étais une sportive, mais pas une athlète. Pour moi, les athlètes, c'est Clarisse Egbenienou, c'est Marie-Amélie Le Fur, mais c'est pas Nélia Barbosa. Et puis finalement, pour faire plaisir un peu, j'ai tenté... j'ai essayé les bateaux paracanoës. Et puis j'ai tenté les différents processus de sélection en équipe de France. Et puis je me suis pris au jeu. Et donc pareil, c'est un peu par hasard, mais pas non plus complètement, parce que je suis toujours passionnée de sport, passionnée de compétition, que je suis arrivée au paracanoë. Et j'ai un lien très très fort avec mon club, qui n'est pas très loin du pôle France. Et donc j'ai fait le choix, sur Champigny, c'est ça, le RSCC. Et j'ai fait le choix justement de rester dans mon club parce que je m'entendais très très bien avec mon entraîneur. Je m'entends toujours très bien avec mon entraîneur, Benoît Chantry, qui m'a accompagnée tout au long de mon processus. Et comme disait Léa, ça peut aller très très vite. Donc quand ça va très vite, ça fait un peu comme un roller coaster. Donc des fois, il y a des moments où tout va bien, où c'est génial. Et puis d'autres moments où c'est plus compliqué. Et donc là, il faut s'accrocher. Et c'est là que ça fait du bien d'avoir une chouette copine en stage sur qui on peut compter, à qui on peut parler. Parce que une préparation paralympique, on voit tous les bons côtés à la télé, chouette, la médaille, le super survêtement, la télé, les dotations. Les dotations, les gâteaux là, qu'il y avait, les gâteaux au chocolat. Ouais, les muffins. Ah oui, c'est trop chouette. Mais après, il y a des côtés aussi où c'est compliqué, on en parle beaucoup moins. C'est important d'être bien entouré, et l'entourage, il est hyper important dans une préparation telle que les Jeux paralympiques.
Et justement, sur le côté entourage, au moment où je crois que c'était vers tes 18 ans, hein, tu m'as dit, donc tu as pu continuer à pratiquer grâce, je crois que c'était à l'aide d'une prothèse en carbone. Et j'imagine que, après, bon, tout est relatif, mais c'était compliqué justement d'avoir accès à cette prothèse, sachant que pour beaucoup, ça reste malheureusement inatteignable, quoique de moins en moins, mais toujours est-il que... C'est vrai que dans un premier temps, c'était pas évident parce que c'était vraiment du bricolage, quoi. Donc j'avais ma prothèse de marche. On s'est dit, on va faire une copie de la prothèse de marche. On va juste la mettre en bateau. Puis il y avait des choses qui allaient pas. Elle pesait quand même 4 kilos. 4 kilos, c'est énorme sur un sport porté. Quand on essaie de gagner le moindre gramme, je me disais, là, on chipote pour 20 grammes dans le bateau et ma prothèse, elle fait 4 kilos. Enfin, ça va pas. Donc je suis restée dans une errance un peu pendant longtemps. Et juste avant les Jeux, donc j'ai changé d'entraîneur. Et il m'a dit, pourquoi on n'intégrerait pas ta prothèse directement dans le bateau, parce qu'en fait le bateau doit faire 12 kilos minimum. Et je me suis dit oui, comme ça on intègre la prothèse dans le bateau, comme ça la prothèse plus le bateau, ça fait 12 kilos, et comme ça je gagne 4 kilos dans le bateau, ce qui n'est pas négligeable. Incroyable. Et donc à partir de là on a fait beaucoup de recherches aussi avec l'hôpital de Garches, qui a un pôle parasport, avec mes prothésistes, avec mon nouvel entraîneur, et on est arrivé à un résultat assez satisfaisant, donc qui est toujours optimisable, mais qui pour l'instant, en tout cas pour les Jeux, pour l'urgence des Jeux, on va dire, a été très, très satisfaisant. Et est-ce que tu saurais dire, alors peut-être aux gens qui ne connaissent pas forcément au grand public, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas combien de prothèses est-ce que tu as, est-ce que tu les changes souvent? Je pense à des infos un peu pratiques comme ça. Je ne sais pas si tu peux les donner. Mais... Ouais, je peux. J'ai pas mal de prothèses. Donc, faut savoir que le pied, c'est un pied en carbone, donc c'est une lame en carbone qui est toute fine, qui se rentre dans une chaussure, etc. Plus on marche, plus on l'use. Donc, en fait, dès qu'elle est usée, faut la changer. Donc, c'est environ tous les 2-3 ans. Au bout de 3 ans, elle est bien poncée quand même. Et après, j'ai ma prothèse de marche, j'ai ma prothèse de kayak, j'ai une prothèse de rechange pour la prothèse de marche, j'ai une lame pour courir aussi, qui est en réparation en ce moment, j'ai une prothèse multisport, donc là ça fait 5 je crois, ça fait du beau monde, quoi. Et j'ai qu'une jambe coupée, donc je vais faire le calcul, pour les doubles amputés, voilà, ça monte vite. Ça monte vite. La vache. Si tu avais un peu le même regard toi aussi là, par rapport à cette... Ouais, c'est un petit peu le même délire, et puis c'est même, je dirais, un peu plus compliqué pour moi, surtout financièrement, parce que j'ai donc plus mon genou, et donc il me faut une prothèse qui reproduit la flexion du genou à la marche, et tout ça, c'est dur à trouver, et puis il faut trouver les prothésistes qui sont chauds pour t'aider, encore une fois, il faut se donner les moyens, comme a dit Nélia, ça représente beaucoup de travail. Il faut trouver les bonnes personnes pour se faire aider, etc. Et puis on se retrouve avec des armoires à jambes bien remplies. Voilà. Une pour chaque situation de vie. Et c'est rigolo ce que disait Léa, c'est trouver des prothésistes qui sont d'accord pour nous accompagner là-dessus. En fait, partir à l'aventure des Jeux Paras, c'est un peu partir à l'Odyssée, quoi. On dit, qui veut venir avec moi? Et puis on s'entoure des bonnes personnes. Et puis des fois, il y en a qu'on jette par-dessus bord. Il y en a d'autres qui reviennent par-dessus, dans le bateau. Et puis on finit le jour de la compète avec les bonnes personnes, bien entourées, sans se poser de questions. Et je trouve que c'est vachement chouette. On tisse des liens hyper forts avec ces personnes-là et c'est génial. Parce qu'en l'occurrence, il y a des partenaires qui sont en dehors peut-être du champ médical, parfois, qui vous aident aussi à avoir des financements, évidemment, mais aussi des mises en relation avec des prothésistes. C'est comme ça que ça se passe? Pas forcément de partenaires qui nous mettent en relation avec des prothésistes, parce que ça, c'est médical. Donc, en fait, en général, c'est nous qui allons les chercher. Mais c'est vrai que... Pour les Jeux paralympiques de Paris, il y avait une telle médiatisation qu'on a eu la chance quand même d'avoir des partenaires. Dans mon cas, en tout cas, j'avais vraiment beaucoup de partenaires et c'était vraiment... ça m'enlevait une charge énorme sur ma préparation parce que je savais que j'avais les moyens de me préparer sereinement, que j'avais aussi les moyens de payer mon loyer tous les mois, que je pouvais ne pas me poser de questions. J'avoue que l'après-jeu est plus compliqué. Donc je fais un petit appel d'ailleurs. Je cherche des partenaires pour m'accompagner à Los Angeles. C'est le moment de faire pareil à Léa. Voilà, et Léa, pareil. Hein. On peut avoir des partenaires aussi communs avec grand plaisir. Mais c'est vrai que ça allège énormément et il y a beaucoup de matériel qui n'est pas pris en charge non plus. Des pagaies, ça coûte cher aussi. Des bateaux, ça coûte cher. On a besoin de plusieurs bateaux parce qu'on s'entraîne dans de nombreux endroits. Donc oui, c'est l'air de rien, c'est assez onéreux et on a eu la chance, en tout cas, à Paris, d'être bien accompagné là-dessus.
Du coup, il faut relancer Donc, la je nouvelle relance, campagne. la campagne pour Los Angeles. On a besoin de vous. Non, c'est vrai. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'héritage, mais ça en fait 100% Ça en fait partie. Ça en fait partie. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai discuté avec des athlètes qui sont en équipe de France de para-athlétisme et qui m'expliquaient que, notamment un qui n'est pas forcément le plus médiatique, mais qui me disait, mais en fait, c'était un peu un écran de fumée, c'est-à-dire qu'il y a eu un soutien jusqu'au jeu, et puis le lendemain, on se retrouve un peu, pas le bec dans l'eau, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si vous pouvez abonder dans ce sens-là aussi. En l'occurrence, tu l'as fait, Nélia. Mais... Oui, j'ai vécu un petit peu la même chose. Les partenaires réduisent énormément leurs équipes d'un coup. Ils proposent un petit peu moins d'accompagnement. Et puis parfois, ils disent on a fait le taf, salut quoi. Donc, l'après-jeu, il est pas super évident. Mais ça va rebondir. Et puis, vu qu'on prépare Los Angeles, on va s'en sortir. Il faut clairement rester optimiste. Oui. Mais c'est vrai que t'as raison, on en revient au fait de... faut se bouger, quoi. Dans tous les cas, il n'y a rien qui est gagné d'avance. C'est un peu malheureux. Je voulais aussi te parler, Nélia, de l'armée des champions. Alors, globalement, je pense que les gens connaissent peut-être pas forcément. Savoir un peu à quel moment tu y es rentré et puis savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'imagine que ça te permet d'avoir en tout cas un statut un peu plus stable qui te permet de te concentrer aussi d'un autre côté sur la compétition. Mais je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot, savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, l'Armée des champions, c'est un collectif d'athlètes. Donc c'est un système qui a été développé par le ministère des Armées, le ministère de la Défense, et qui donne des contrats, qui fait signer des contrats à des athlètes olympiques, mais aussi paralympiques. Il faut savoir que nous les athlètes olympiques et paralympiques, on n'a pas de statut, on n'est pas considéré comme sportif professionnel, et beaucoup d'athlètes n'ont que ça en fait. Donc on ne peut pas cotiser pour la retraite, donc même si on gagne de l'argent, on ne cotise pas pour la retraite. Et donc justement le fait d'avoir un contrat avec l'armée, ça permet d'avoir un statut, de pouvoir du coup payer un loyer, de pouvoir, pour ceux qui ont la possibilité d'acheter un appartement, de pouvoir avoir une légitimité auprès des banques, mais aussi de créer un collectif solide. Moi c'est vrai que c'est à l'armée, c'est lors des stages avec les autres athlètes que j'ai découvert des amis qui m'ont permis aussi d'échanger énormément sur leur préparation, sur leurs expériences aussi. C'est beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup d'expérience aussi. Je pense à Clarisse Egbenienou par exemple, je pense à Marie Patouillet aussi avec qui j'ai lié une forte amitié, et qui m'ont permis aussi de voir un peu plus loin que juste le kayak, la FFCK où c'est un monde qui est tout petit, donc très rapidement on a tendance à tous se connaître, et je pense que c'est hyper enrichissant d'aller voir un peu ailleurs, d'aller discuter avec d'autres athlètes, avec d'autres expériences, avec d'autres besoins. Et ça permet après d'évoluer et d'arriver en compétition avec un bagage bien solide, parce qu'en fait l'entraînement c'est pas uniquement aller sur l'eau, pagayer, pousser des barres de muscu à la salle, c'est aussi être dans sa tête, être stable, être mentalement stable, avoir discuté avec plein de gens. Et c'est vrai que l'armée ça a été un peu le premier groupe qui m'a fait découvrir d'autres athlètes que les athlètes du kayak. Et voilà, aujourd'hui on a un gros collectif, c'est hyper chouette. Donc je leur fais un petit coucou. Trop bien, mais c'est vrai que tu as raison. Le fait de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau du ministère, en fait, n'engage pas de minima sociaux. Enfin, en fait, c'est ça. Un peu la devise de l'armée, c'est vous êtes tous pareils. Et donc, vous n'avez qu'un objectif, c'est performer à l'international. Et puis après, le reste, on veut pas savoir. Mais je comprends. Puis surtout, effectivement, il y a de plus en plus d'athlètes para dans le roster de l'armée des champions. Ça, c'est cool. C'est ça donne de la visibilité justement aussi aux athlètes para, et je pense que ça fait partie aussi du rôle. Aujourd'hui, quand je dis à des gens random entre guillemets que je suis à l'armée des champions, ils sont en mode je connais, il y avait un tel aussi qui y était, donc c'est rigolo. C'est clair. Non, mais t'as raison, ça a aussi de la notoriété, et ça c'est quand même plutôt chouette. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui pourrait te brancher aussi, Léa. Alors après, toujours est-il qu'il faut bien se compartimenter aussi. Je ne sais pas si ce serait compatible par exemple avec tes études de kiné. Enfin, j'imagine que tout est aménageable en soi. Oui, ça l'est. C'est vrai que je suis à la recherche de ce genre de contrat. Okay. Parce que, comme dit Nélia, c'est de l'enrichissement personnel, c'est des rencontres, c'est des bons contacts, c'est des bons moments, et ça peut apporter beaucoup. Et j'imagine que
Que c'est plutôt quoi. Ouais. L'aventure est plutôt chouette. Mais Ouais, d'ailleurs, c'est ça. et d'ailleurs, toi, à Paris, donc au village des athlètes, etc., tu as pu rencontrer un peu des sportifs d'autres branches, etc. Je pense qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué en particulier. Je dis ça un peu comme ça, mais Bah, vu que je suis très jeune dans le haut niveau, t'osais pas forcément. Ouais, c'était la première fois pour moi de rencontrer tant de monde très différent. Et du coup, bah, les cérémonies d'ouverture, de fermeture, du coup, la cérémonie des remises des médailles, tout ça, ça a été des moments hyper sympas et du coup, l'occasion de rencontrer plein de monde. Mais c'est très différent des moments privilégiés que tu peux avoir en stage de l'armée des champions, j'imagine. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Ça a été un premier contact avec le monde extérieur. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir mettre un pied là-dedans. Non, mais ça me fait, entre guillemets, un peu sourire, parce que ça me fait penser il y a des journalistes, notamment sur les Jeux para, je ne vais pas les shamer en direct, mais qui parfois connaissaient pas du tout les athlètes, puis qui les voyaient passer devant. En fait, c'est qui ? Je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'était pareil pour vous au village. Peut-être tu vois passer des stars dans leur discipline. Ouais. Je me suis dit, ah, merde, putain, je connais Ah, pas. bah, il y a tellement de monde Ouais, que c'est des fois, je me dis, ah bah lui, je l'ai déjà vu, mais je sais pas qui c'est, quoi. Tu les reconnais, t'es là, il s'appelle Ouais. comment ? Il s'appelle comment ? Hop, le petit tour sur Google et ça part. Ouais. Petite photo en secret. Et oui, ouais, Nélia, je voulais aussi te demander, alors je sais qu'on avait partagé ce petit moment ensemble, ça c'était plutôt chouette, et j'avais fait ma première édition aux Étoiles du Sport, et je crois que toi aussi il y a 2 ans, je Ouais, crois que c'était c'est ça. fin 2023. Je voulais savoir un peu toi aussi ce que tu en avais pensé, et puis aussi rappeler, là aussi on parle de rencontres, etc. Là c'est un lieu qui est littéralement fait pour ça, enfin un événement en l'occurrence qui rassemble plein de champions, en plus tu étais marraine d'une star. Hein, Ouais, qui est Nina- devenue étoile du sport. Exactement, j'ai quand même dire son nom, Nina Pesquero, voilà, je cherchais, qui est licenciée à Champigny. À Champigny aussi, ouais. Comme toi, et ouais, je voulais savoir quel regard aussi toi t'en avais gardé et je sais pas, tu les as fait en 2024 ou tu y étais en fin d'année, ok. Ouais. C'est vrai que les étoiles du sport, nous j'en avais entendu beaucoup de bien, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et honnêtement, ça a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière d'athlète. J'ai rencontré énormément de monde. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup de témoignages de grands athlètes comme Kevin Rolland. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. J'étais dans une période de questionnement parce qu'il y avait beaucoup de mouvements dans mon staff. Enfin, c'était pas évident. Et de rencontrer toutes ces personnes qui avaient des histoires fortes, je pense que ça m'a permis aussi de relever la tête un peu, sortir la tête de l'eau et me dire ah ouais, mais en fait, je suis pas la seule un peu en difficulté ou à me poser des questions. En fait, dans une carrière, c'est normal de se poser des questions. C'est normal, des fois, d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments même où on chute un petit peu. Et justement, il n'y a pas de meilleur moyen que de communiquer, que d'échanger avec son staff, mais aussi avec d'autres personnes à l'extérieur. Pour pouvoir se poser les bonnes questions et ne pas se faire submerger par son microclimat parce qu'on évolue en fait avec toujours les mêmes personnes et on peut avoir tendance à vite se faire submerger. Et je pense que les étoiles du sport, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et Nina, je pense que c'est pareil. On a discuté après. Je me souviens que le jour où elle a été nommée étoile du sport, elle ne le savait pas encore. Mais elle m'a dit, tu sais quoi Nélia, au départ, je voulais vraiment devenir l'étoile du sport. Mais finalement, aujourd'hui, je m'en fiche. Je suis tellement reconnaissante d'être venue ici. J'ai tellement appris qu'en fait, à côté, être étoile du sport, ce sera juste, on va dire, une petite étoile dans les millions d'étoiles que j'ai reçues cette semaine. Et puis en plus, elle a été étoile du sport, donc ça a été encore la cerise sur le gâteau. Mais voilà, j'étais aussi hyper émue de voir Nina autant reconnaissante et aussi heureuse d'avoir participé à cette semaine. Et en plus, ça lui a bien servi, entre guillemets, mais parce qu'après, elle a fait une super saison. Elle a été sélectionnée en équipe de France à l'âge de 19 ans, alors que chez les moins de 23 ans, donc c'est quand même un bel exploit. Bien sûr. Donc voilà, d'ailleurs, elle n'est pas très loin, là, on va peut-être la croiser. Mais en tout cas, les étoiles du sport, c'est vraiment c'est une expérience génialissime. Et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui prennent cette initiative de réunir des athlètes, de faire intervenir aussi d'anciens athlètes, certains acteurs du sport, pour parler aux petits jeunes, parce qu'en fait, on en a besoin, quoi. Ah ouais, carrément. Puis je crois que, notamment quand on est de mémoire, je dis ça, mais quand on est étoile du sport, on a aussi un accompagnement privilégié, je crois, notamment avec un partenaire. C'est ça. Donc Nina, elle a pu avoir la FDJ, je crois. C'est ça. Elle a reçu un contrat avec la FDJ pendant 2 ans, donc ça lui a permis quand même de financer une partie de sa saison. Donc il faut savoir qu'un
bateau de slalom, ça coûte environ 3 000 €. Donc, quand on a 19 ans, il faut les sortir. Et c'est vrai que pouvoir se permettre de se payer un bateau, mais aussi de partir en stage avec le reste de l'équipe de France, c'est non négligeable. Et donc, c'est vrai que quand on a des partenaires comme la FDJ qui permettent ça à de très jeunes athlètes, forcément, après, ça crée de plus grosses vocations, parce que je pense que la vocation, elle y est déjà. Donc franchement, c'est génial et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Ouais, bien sûr, c'est un facilitateur assez incroyable, clairement. Je voulais élargir aussi un peu en évoquant l'actu et notamment les 20 ans de la loi sur le handicap. Je ne sais pas si vous avez suivi ça ou en tout cas vu passer ça. Et ça, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas si même vous aviez pu être présente. Je crois qu'il y avait la mobilisation le 10 février, je crois, place de la République. Savoir un peu quel regard vous en avez et puis surtout quel constat vous en faites. Après, il y a 20 ans, ça remonte un peu, mais en tout cas, on a l'impression que sur beaucoup d'aspects, ça n'a pas vraiment changé. Vous, je ne sais pas si vous le ressentez aussi au quotidien. Le regardez, Léa, il est terrible. J'ai vu qu'il y avait une chouette mobilisation c'était à Ripu, il me semble. Ouais. Alors j'ai pas pu y être, mais j'ai un peu suivi ça de loin. Donc il y avait même pas mal d'athlètes qui y étaient, donc c'était chouette. C'est vrai qu'on a envie de voir plus de mobilisation. Aujourd'hui, en prenant les transports, on se rend bien compte que y a un fossé quand même entre ce dont on a besoin et ce qui existe vraiment. Et pareil, sur les trottoirs, il y a tout qui pose question. Dans un monde idéal, une personne en situation de handicap, quand elle descend chez elle, elle ne devrait pas se poser de questions sur est-ce que je vais pouvoir me rendre à tel ou tel endroit. Elle devrait bien partir avec 2 heures d'avance pour se dire, si jamais l'ascenseur ne marche pas, je vais devoir trouver un taxi, mais un taxi qui me permette de rentrer avec mon fauteuil électrique, ou alors de se dire, je vais trouver un club de sport, il y a lui qui est à 2h30 de chez moi, ça me fait une séance de sport tous les 15 jours, ce sera... dans un monde idéal, aujourd'hui, on n'en est pas là. Je pense que dans un futur proche, ce qu'on peut commencer à imaginer, c'est une accessibilité des clubs de sport. Alors, peut-être pas tous les clubs de sport, mais au moins un par département, que quelqu'un n'ait pas à faire 1h30 de voyage pour pouvoir pratiquer ce que tout le monde a besoin de pratiquer régulièrement. Je pense que déjà, là, on aura fait un grand pas. Bien sûr. Mais vous avez connu des limitations, justement, on peut dire, pour venir dans des clubs de sport, comme ça, les trucs où vous vous êtes rendu compte que c'est pas forcément accessible l'accessibilité, elle n'est pas toujours au top. Quand il y a un escalier ou alors 4 étages à monter pour aller aux toilettes, déjà, ça, c'est pas fun. Et puis, entre guillemets, on n'a qu'une jambe en moins. Donc, c'est dur, mais ça reste faisable. J'imagine même pas la galère que ça doit être pour quelqu'un en fauteuil. Et c'est pas normal, juste. Je pense que je l'ai très ressenti quand on est rentré au village. En fait, le handicap m'est tombé dessus. J'étais handicapée du jour au lendemain et du coup, j'ai dû m'adapter à ce monde-là. C'est vrai qu'il y a certaines questions que je me suis, entre guillemets, pas posées, dans le sens où, vu que c'était comme ça, moi, je devais m'adapter à ces 4 étages et je devais faire en sorte que ça soit possible. Et puis, en fait, on est arrivé au village. Et là... Full accessible. Ouais. Tout était possible. Et ça, c'était dingue. Et en fait, d'avoir vécu ça, de s'être dit, mais en fait, tout peut être facile, retourner dans la vraie vie, entre guillemets, on se rend compte qu'il y a plus qu'un trottoir, il y a plus que ça, c'est pas accessible, il y a plus que les transports, il y a vraiment tout un mode de vie à repenser, quoi. C'est ça. Puis, comme disait Léa, c'est vrai que nous, on a la chance, entre guillemets, de ne manquer qu'une jambe, mais on pense aussi à d'autres handicaps, notamment aux handicaps invisibles. Par exemple, les personnes déficientes visuelles, les personnes avec des troubles de l'audition, mais aussi aux personnes autistes. C'est vrai qu'on en parle assez peu, pour qui prendre les transports, c'est l'enfer, mais parce qu'il y a du bruit partout, de la lumière dans tous les sens, énormément de monde. Et en fait, ça demande de repenser toute la société. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait on a envie de satisfaire tout le monde. D'un autre côté c'est pas non plus possible parce que sinon il faudrait des millions de RER à l'heure. Je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là encore. Mais c'est vrai que
déjà en prenant conscience qu'il existe d'autres handicaps que juste des personnes en fauteuil et avec une jambe en moins, ça nous permettrait aussi de repenser les prochaines architectures, etc. De se dire, oui, il y a des gens qui ne voient rien. Effectivement, si on met juste des bandes tactiles sur le sol, pour nous, valides, ça ne changera rien. Mais par contre, pour une personne déficiente visuelle, ça va lui permettre de se guider. Et pareil pour des petits signes sonores, pour les personnes aveugles, on pense aussi, ou les personnes autistes, etc. Des endroits où ils puissent être un peu dans une bulle, dans un cocon, parce qu'on sait que la stimulation sonore, ça peut être très très handicapant. Complètement. C'est vrai que tu parlais de l'autisme, mais je crois que je l'avais déjà fait en recommandation dans un des épisodes. C'était Milena Suro en parabadminton qui en parle très bien, qui n'a pas du tout de barrière là-dessus et qui a lancé son propre podcast, je crois que ça s'appelle Le Journal d'une parabadiste, si je ne dis pas de bêtises. Et elle évoque son autisme, et c'est vachement éclairant en fait, même quand on n'y connaît pas grand-chose. Ça permet de se rendre compte de 2-3 trucs, quoi. Et c'est bien parce que justement l'initiative de Milena d'en parler d'elle-même, ça permet aussi d'avoir une visibilité. Moi j'ai découvert sur TikTok complètement par hasard, et du coup j'en ai beaucoup appris aussi parce qu'en fait je connais très très peu. C'est tellement large en plus comme champ faut se renseigner. Mais justement quand on prend la parole, ça permet aussi de le visibiliser, et je pense que c'est comme ça aussi, on a notre part à faire, on a notre rôle. Donc voilà, on va se créer un petit compte TikTok de suite après le podcast pour pouvoir parler de nos handicaps. Ça va péter là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que vous êtes encore parfois victime, on va le dire comme ça, mais de discrimination par rapport à votre handicap ? C'est quelque chose qui vous arrive encore de temps en temps ? Je ne sais pas si peut-être vous ne le ressentez pas comme ça, mais... Alors dans mon cas, pas trop. Pas obligé de dire oui. Y a pas de... Dans mon cas, pas trop. C'est vrai que je pense que je me suis bâti une telle carapace un tel caractère avec ça, que je pense que la personne qui va oser... tenter une discrimination, elle va se faire accueillir et elle va rapidement le regretter. Donc non, franchement, aujourd'hui j'ai pas vécu ça. Et les gens ne s'arrêtent plus à juste un handicap, mais vont un peu plus loin. Donc j'ai pas trop vécu ce genre de situation. C'est vrai que en fait on n'y fait plus attention, on n'y fait pas attention. Du coup je le remarque pas forcément non plus. Comment dire, mais quand même il y a des regards qui persistent. Mais j'aime à penser que c'est de la curiosité et que c'est différent, donc forcément ça va attirer le regard. Mais de là à me claquer la porte au nez, non, je pense pas. Non, ce qui est plutôt rassurant, on va pas se mentir. Oui. Du coup, sur un sujet beaucoup plus léger, je voulais faire des petites questions confessions, on va appeler ça comme ça, mais est-ce qu'il y a une personnalité, alors que ça peut être, je sais pas, une athlète, peu importe, est-ce qu'il y a une personnalité dont vous avez été peut-être jalouse par le passé ou un truc comme ça ? Est-ce que la jalousie, ça a pu vous caractériser sur sur une personne, sur quelqu'un où vous dites putain, mais il a trop de la chance, ou elle a trop de la chance, je sais pas. Est-ce que ça a pu se matérialiser comme ça ou pas du tout ? La jalousie, non, je pense pas. L'admiration, oui, évidemment. Et la différence est quand même notable, on va pas se mentir. De beaucoup de personnes, je pense. Je sais pas si j'ai un nom précis, mais même au final, de vous, des gens qui construisent aujourd'hui mon collectif, avant c'était en ambition, c'était un challenge, c'était quelque chose que j'avais envie d'avoir. Donc forcément je me dis waouh, ils sont trop chanceux, l'équipe de France. Non, c'est pas du coup je vois la nuance. Trop beau maillot et tout. et puis voilà, mais de la jalousie vraiment, ou de l'envie, non. J'imagine pas, non, je pense pas. Non, mais c'est plutôt ça. Non, moi non plus, j'ai jamais vu que jalousie, en fait. Au contraire, c'était plus des personnes que j'admire énormément, où je me dis, mais elles sont badass, quoi. Enfin, je pense à Nouria Newman, qui est une kayakiste, qui descend des rivières, mais de malade, quoi, des trucs de dingue. Je pense aussi à Justine Dupont, qui fait la même chose, mais sur une planche de surf, sur les plus grosses vagues du monde. Où je suis en mode, mais ces filles, elles sont badass, quoi. Enfin, elles sont pas très grandes, elles sont pas très larges, mais par contre, elles ont peur de rien. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. Et je me dis, si j'ai ne serait-ce que 10% de leur courage, mais je vais faire des trucs de dingue. Et du coup, je me dis, j'essaie de m'inspirer un peu d'elles, de me mettre aucune barrière, en me disant, peut-être que ça donnera quelque chose, peut-être pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et j'ai plus envie de m'inspirer de ces personnes-là. Je me dis, on a plus attiré à s'inspirer qu'à jalouser.
c'est sûr. Clairement. Mais c'est vrai que tu vois, ça m'a fait penser. J'ai oublié quelque chose dans la présentation. C'était quand même que t'étais fan de surf, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. important quand même. Et du coup, t'as pu en profiter à la Réunion en stage. J'ai même un pas petit peu. profité. J'avoue Ouah. qu'on m'a tellement parlé de terrible. requins à la Réunion que C'est vrai. j'ai Ouais, pas ceci dit. trop fait de surf. J'ai fait du parapente, mais non, je suis pas allée surfer. Ouais, je pense que Je sais Laurent pas, ça Chardard, il dirait qu'il faut se méfier, effectivement. Ouais. C'est sûr. c'est sûr. Et toi, du coup, Eléa, est-ce que tu as des... Alors, on revient sur le côté plus admiration que jalousie. J'ai laissé tomber ce côté-là. Mais est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent un peu au quotidien, quelqu'un comme Nelly? Nélia Barbosa. J'entends rien. T'avais des posters de qui dans ta chambre? On veut tout savoir, c'est le moment. Bah, en fait, je suis désolée parce que je retiens pas du tout les noms. Je suis très physionomiste. Ok. Du coup, je peux vous montrer tous les comptes Insta. Mais non, On a ça en là, commun, là, du coup. sur le J'ai du mal à... vif, j'ai pas de nom. C'est pas... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et est-ce que vous êtes mauvaise perdante de manière générale, / aussi un peu tricheuse dans certains trucs, dans certains jeux? Ça peut être des jeux de société, ça peut être des exos à l'entraînement où tu trucs un peu... Oh là. Voilà, je savais qu'on avait trouvé un truc. Alors, tricheuse, non. Parce que ça, c'est un truc... c'est vrai qu'en sport, avec toutes les histoires de dopage et tout... Ouais, non, je parlais pas... La triche, on n'aime pas. Par contre, mauvaise perdante, ouais, je suis pas très bonne perdante. C'est vrai que, surtout quand on fait de la compète, c'est vrai que c'est toujours un peu contrariant de pas réussir les objectifs qu'on s'était imposés, de se faire battre soit par des plus jeunes, soit par des gens où on se dit, bon, celle de... Donc, ouais, on va dire que je suis... Ouais, pas super bonne perdante, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, dans la triche, c'est non. Mais... J'ose pas le dire. Mais qui aime perdre en même temps? Faisons les bons termes. Qui Il y en aime a pour personne? qui la compétition, ça n'existe pas. Et je vois, bah voilà. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis admiratif de ce genre de personnes, mais en l'occurrence, celui-là. Peut-être que vu qu'on sait que le plaisir de gagner, il est tellement important que du coup, pas le recréer ou pas l'avoir complètement, Ah, je comprends. c'est frustrant. Ah, c'est Ouais. trop intéressant. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et ça peut se matérialiser même sur des jeux un peu à la même con sur en le famille. Uno, c'est le pire jeu qui Ah ouais. existe. Le petit plus 4 là, en fin de partie, il fait mal. Ah oui, non, c'est clair. Oui, il y avait quelque chose qui m'avait marqué aussi, Nélia, quand on avait discuté, je crois que c'était juste avant la parade des champions. Tu m'avais dit que ces jeux à la maison, ça avait un peu marqué ta vie, que tu n'aborderais plus la compétition de la même façon. Et j'avoue, alors sur le coup, je n'ai pas spécialement réagi, mais je voulais savoir un peu, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'avant je me mettais une pression de malade sur la compétition, au point où je pouvais en tomber malade. Enfin, vraiment, je mettais, pendant plusieurs jours je mangeais pas. Vraiment, je mettais énormément de pression sur la compétition. Et finalement, j'ai vu une interview de Guillaume Marchand qui disait, mais en fait, je me suis posé la question de ce qui allait se passer si je gagnais pas. Il allait rien se passer. Et en fait, les gens qui m'aiment, ils vont continuer à m'aimer. Je vais continuer de faire ce que je fais, et en fait, je vais continuer de kiffer. Et moi, je me suis un peu posé la même question. J'en ai beaucoup discuté avec mon nouvel entraîneur, donc Jean-Pascal Crochet, qui m'a dit, mais pour toi, c'est quoi la compétition? Donc moi, au début, la compétition, c'était mathématique, quoi. Comme je me suis bien entraînée, forcément, je vais gagner. Et il m'a dit, mais non, c'est pas ça la compétition. La compétition, c'est chouette, parce que justement, c'est incertain. C'est-à-dire qu'on va en compète, on va soutenir des athlètes, parce qu'on sait pas qui va gagner. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, c'est pas mal, en fait. Et du coup... c'est vrai que je me suis dit, là, je vais en compète parce que je sais pas qui va gagner. Et peut-être que ce sera moi, ce serait chouette, mais peut-être que ce sera mon autre concurrente. Et puis peut-être que ça va être une nouvelle que j'avais jamais vue et trop bien pour elle. Et puis moi, ça va encore plus me motiver à aller essayer de la battre. Et du coup, j'ai pris tellement moins de pression sur la compétition que je suis arrivée le jour des courses, mais j'avais trop hâte de monter sur l'eau. Et j'étais trop contente d'être sur l'eau. Et surtout, j'étais en mode, mais j'ai envie que ça dure des heures, quoi. À tel point que le jour de ma qualif, il y a eu un faux départ. Donc, c'était la première fois que ça m'arrivait en compétition. Donc, le faux départ, c'est horrible parce que du coup, on roule dans le départ, faut sortir tout ça. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Là, il y a un faux départ, c'est-à-dire qu'on va refaire le départ encore une fois. Je vais rester un peu plus longtemps sur l'eau. C'était la seule qui était contente. Ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout, j'étais la seule qui était contente parce que je suis celle qui l'a entendu en premier. Donc, non, mais vraiment, j'ai pris énormément de plaisir sur les jeux. Parce que je me suis tellement détachée de la Terre va être détournée s'il se passe pas ce que je veux qu'il se passe.
que je me suis dit, là, juste, je prends du plaisir, je donne tout ce que j'ai. Et en fait, les jeux, comme le nom le dit, c'est un jeu, quoi. Et il faut juste aller jouer avec les autres concurrentes. En fait, les athlètes, on est un peu des enfants, quoi. Les enfants, dans la cour de récré, ils font la course entre eux. Et les athlètes, c'est pareil, on fait la course entre nous, sauf qu'on est un peu plus vieux. Et sinon, il n'y a pas grand-chose qui change. Ok, le parallèle est trop stylé. Je sais pas si tu partages un peu la même idée. Ouais, je suis plutôt nostalgique de ce point de vue, parce que je me rappelle un soir en Guadeloupe, en stage, on était toutes les deux assises l'une en face de l'autre à parler de ça. Et cette conversation a duré des heures. Et ouais, je pense que Jean-Pascal nous a offert cette nouvelle vision de la compétition qui a enlevé énormément de complexes. Et encore une fois, moi je suis vraiment dans le début de ma carrière, donc ça m'a donné l'occasion de pouvoir penser dès le début autrement. Du coup, les Jeux Para, c'était génial. Et je me rends compte que maintenant, que c'est vraiment fini. Mais non, c'est pas possible, c'est vraiment fini. Ça fait 6 mois. Non, mais ouais, je vois tout à fait. Après, en l'occurrence, oui, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, cette interview de Léon Marchand. Moi aussi, je trouvais ça trop inspirant. Par contre, je me disais, mais en même temps, c'est tellement facile à dire et tellement difficile à appliquer ou en tout cas à conscientiser, quoi. Donc, je suis d'autant plus admiratif si t'as réussi à le faire, parce que je me dis, mais je pense qu'il y a quand même, mine de rien, un mental quand même de champion, de championne quelque part, tu vois, mine de rien derrière, parce que c'est faire cette transition. Alors ça, c'est très très bien expliqué, ça semble très facile, mais en réalité c'est dur de se détacher de tout ce qu'on te colle dessus, c'est-à-dire même y compris tes partenaires, les objectifs, la médaille, les trucs comme ça. En fait, tout ça c'est pas le but absolu. Et juste de se dire ça, je pense que ça demande beaucoup de courage, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on s'entraîne au quotidien pour un objectif, pour une course. Et c'est vrai que quand on y pense sur le papier, je me dis, c'est vrai que ça fait des années que je m'entraîne pour moins de 50 secondes de course, quoi. Donc faut déjà pas être très stable dans sa tête pour faire ce genre de choses. Mais après, je me dis, mais en effet, il va rien se passer. Et toutes les fois où je suis montée sur l'eau, toutes les fois où je suis allée en salle de muscu, mais en fait, j'ai pris tellement de plaisir qu'il faut que je me dise aussi que je l'ai fait pour moi, parce que j'aime ça, et pas uniquement parce qu'il y avait, in fine, cette course le 8 septembre à aller gagner. Donc voilà, si je me rappelle que je prends du plaisir sur l'eau, que ça me permet de rencontrer des gens, de voyager, d'avoir des opportunités aussi exceptionnelles, ça permet de se détacher aussi du jour J de la compète, parce qu'en fait, le jour J, les gens sont là pour kiffer aussi, et même... les gens qui sont venus me supporter, c'était la fête, ils étaient trop contents d'être là, et ils auraient été très contents aussi si j'avais pas fait de médaille. Ok, ouais. Puis il y a aussi le côté où je pense que tout ça prend un autre tournant, je pense, quand il n'y a plus la notion de plaisir. Enfin, tu parlais de l'entraînement, de la salle de muscu, je me dis, mais en fait, à partir du moment où, je sais pas, quand on fait le bilan, à la moitié des séances, tu les as trouvées un peu chiantes et vraiment dures et mentalement éprouvantes, et que tu dis, mais en fait, il y a peut-être moins de plaisir qu'avant. Je pense que c'est là où il y a... Alors, j'imagine que vous n'en êtes pas, pas encore là, Dieu merci, mais je pense qu'il y a un côté un peu... un petit tournant comme ça. Ouais, c'est ça. On parlait du cercle tout à l'heure, de notre entourage. C'est sûr que quand on va en muscu et qu'on sait qu'on va rejoindre les copains au sport, ça a tout de suite un autre goût. Cool. Et ça donne encore plus envie de se donner à 2000% dans l'entraînement, ça c'est sûr. Je voulais aussi parler rapidement de vos projets perso, savoir un peu justement comment ça se passe, toi, ton école de kiné est là en ce moment. J'ai validé mon premier semestre. Félicitations. Trop bien. C'est trop génial d'avoir cette opportunité-là. Mon école me permet de correctement m'entraîner à côté, et ça a été compliqué à trouver. Parce que en France, lier le sport et les études, d'avoir un aménagement, c'est pas ce qui est le plus simple. Du coup, cette école-là me permet d'avoir un aménagement. Et en fait, je vais en cours quand je veux. Et vu que j'aime ce que je fais, je me donne. Et on a l'opportunité d'avoir des cours supplémentaires. Je saisis les occasions. Franchement, c'est un grand luxe. Vraiment, j'ai vécu... une petite année à la fac et c'était pas du tout pareil. C'était vraiment fais ce que tu veux, on verra bien. On plage dans la nature. Et là, on me prend les deux mains comme ça, on me dit mais en fait c'est possible, on peut le faire, on va y arriver, tu vas avoir ton diplôme et en plus de ça tu vas performer. C'est une chance. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ça, parce que pour moi ça représente un réel équilibre. Mes études, elles me sont très chères, et de pouvoir faire les deux et les deux correctement,
c'est génial, quoi. Ah, c'est trop stylé. Bah, d'accord, je sais pas, est-ce que tu veux dire le nom de l'école ou Oui, je vous la c'est... garde. c'est l'Ancre, à Saint-Maurice, Ok, très bien. la super école de kiné. Ok, oui, effectivement, du coup, pas trop loin d'ici. Non, ouais, Ça. en plus de ça, c'est à proximité avec le Avec pôle le lieu d'entraînement. d'entraînement. Et elle est 15-20 minutes à côté de l'INSEP. Donc, en fait, c'est tout chose, quoi. Ouais, bah, tout se passe là. Ouais, non, mais j'avoue, c'est pour le coup assez cool. Et est-ce que tu as des stages déjà? Alors peut-être pas en première année, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est peut-être ça arrive un peu plus tard. Là, qui sont peut-être un peu plus compliqués à aménager. Je sais pas trop comment ça se passe. Quand tu présentes ton projet à un kiné qui te prend... Enfin, en tout cas, c'est ce qui est arrivé en cabinet libéral. J'ai pas encore eu l'occasion de faire des stages en milieu hospitalier. Ok. Mais en tout cas, en libéral, je suis arrivée, je leur ai dit, voilà, moi je veux devenir kiné, je veux apprendre à fond, mais je fais aussi beaucoup de sport. Mhm. Et ils m'ont dit, bah ok, on va tout faire pour que ça soit possible. Et du coup, bah, ça a été aménagé. Je peux aménager sur plus longtemps. En fait, tout est possible quand on rencontre les bonnes personnes. Ok, voilà, trop bien. Et je me posais une question qui n'a pas vraiment de rapport, mais je me demandais, tu es toujours dans ton club à Bordeaux, c'est ça? Oui. Parce qu'au final, je me dis, mais à quel moment tu arrives vraiment à t'entraîner à Bordeaux? Je sais pas, ça me paraissait un peu compliqué, mais... Bah, là-bas, j'ai un bateau, une pagaie et un super coach. Ok. Du coup, bah, quand j'y retourne, je passe 3 coups de téléphone et je suis vraiment amoureuse de ce club. Surtout que le plan d'eau est super sympa et qu'il fait souvent soleil à Bordeaux, Qui change comparé à Vers-sur-Marne. Et du coup, bah, j'y retourne de temps en temps, que ça soit pour un week-end ou un peu plus d'un week-end, ou de temps en temps une petite semaine de récup où je sais que je vais pouvoir continuer à m'entraîner correctement à Bordeaux. D'accord. Ouais, donc c'est important pour toi aussi de garder ce point d'attache. Ouais, je pense que dans un sport comme le nôtre, qui est plutôt familial, c'est hyper important de garder les liens, surtout quand ils sont de bonne qualité avec notre club. Bon, après, le pôle France est très différent, mais ouais, c'est un petit milieu. Et du coup, bah, je prends plaisir à entretenir les relations, quoi. Bah, carrément. Et dans cet agenda bien dense, hein, mine de rien, tu arrives quand même à trouver du temps pour ta famille qui est toujours à Bayonne. Je me posais la question, non, pas du tout. Ils sont à Bordeaux maintenant. Ils sont à Bordeaux, voilà. Ok, Ouais. bon, j'ai compris le Du lien. coup, C'est bon. C'est bon, facile. c'est plus simple. Oui. Ok. Et du coup, toi, Néla, étudiante en design graphique, je crois que c'est au lycée de l'Initiative, si j'ai fait C'est ça. mes bonnes petites recherches à C'est Paris. ça. En troisième année, c'est ça? Ouais, c'est ça en troisième année. Savoir Donc, un petit peu comment ça se passe. Bah, ça se passe bien. J'ai validé mon second semestre. Par contre, j'ai un petit rattrapage sur un oral de mémoire. Ok. C'est pas grave. Tout va bien. Non, là, je suis en train de chercher un master pour l'année prochaine. Donc, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école qui propose des horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau dans le monde du graphisme. Donc voilà, je vais y aller un peu au culot, quoi. Envoyer mon book et dire, moi, voilà, ma particularité, c'est ça. Et en fait, soit vous faites avec, soit vous faites pas. Et puis, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs. Donc voilà, là, je suis un peu dans le rush, mais bon, ça va bien, quoi. J'essaye de cumuler l'entraînement, mon mémoire, tout ça. Mais ça va. Ok, et je me posais aussi la question, je sais pas, tu l'as probablement déjà dit ailleurs et dans d'autres médias, mais qu'est-ce qui te ramenait au côté design graphique? C'est quoi exactement la passion pour le dessin, ça j'imagine, mais savoir un petit peu pourquoi c'était dans cette voie aussi que tu te dirigeais? Je sais c'est un peu par hasard. C'est vrai que depuis petite, j'ai toujours aimé beaucoup le dessin. Donc je m'étais dit, je vais plutôt faire un bac artistique. Donc je suis allée sur un bac art appliqué. Okay. Après ça, j'ai fait un BTS en design produit. Mais voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Et je me suis dit que le graphisme, c'était un peu touche à tout. Je pouvais un peu travailler où je voulais, quand je voulais, par ordinateur, à distance. Et c'était quand même beaucoup plus adapté à mon emploi du temps que de faire du design produit où je dois être sur place. Ouais. Donc ouais, ça m'a bien branché. Et puis je me suis dit, au pire, si j'aime pas le graphisme, j'aurai les deux. Comme ça, au moins, je suis un peu couteau suisse et je vais bien trouver une boîte à qui ça va plaire. Ouais, je comprends tout à fait. Mais t'expliquais aussi que ta passion pour le dessin, c'était aussi plus sur des croquis, des choses que tu voyais, c'est plus instinctif, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. J'ai toujours mes petits carnets de croquis, je crois que j'en ai un dans mon sac, je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai toujours un carnet de croquis avec moi et je dessine tout, partout où je vais. J'ai même fait une BD après mon amputation sur mon histoire de l'amputation. J'ai pas vu passer, quoi. Donc, ok. Donc voilà, elle est encore en cours de réalisation. C'est vrai que ça fait des années que je suis dessus, mais promis, un jour, peut-être que je sortirai un petit truc. Ah oui, mais attends, trop bien.
un petit croquis avec Eléa là, qu'on Ouais, puisse faire ouais, gagner du aux coup. auditeurs. Ah, mais j'aurais pu le dessiner là, ouais. C'était pas le but non plus. Du coup, on arrive doucement vers la fin du podcast. J'ai pas vu l'heure, mais est-ce que vous avez des petites recommandations? Ça peut être très large, ça peut être film, série, jeux vidéo, podcast, peu importe, un truc que vous avez vu, lu, entendu ces derniers temps. Si vous voulez, je commence, ça vous laisse. Ouais. Tu te caches. Le temps de réfléchir. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un album que je pense un peu en ce moment, qui est un album d'un artiste anglais, je crois, qui s'appelle Louis Dunford, donc qui a sorti son premier album. Et en gros, j'ai connu ce gars-là parce que je suis supporter d'une équipe qui s'appelle Arsenal en Angleterre depuis que je suis tout petit. Et il se trouve qu'une de ses chansons, il y a 3 ans, je crois, est devenue un peu l'hymne du club. Et je me suis un peu renseigné sur ce gars-là. Et c'est plutôt cool, c'est un peu de la pop britannique et tout, hein, un peu qui peut ressembler à Bleachers, je sais pas si le nom d'un groupe un peu qui peut avoir les mêmes similarités musicales, quoi. Donc voilà, et puis j'ai vu alors ça pour le coup c'est une recommandation où je suis pas allé, mais c'est pas grave. Il y a une expo à la Philharmonie de Paris, je crois, sur le disco. Ça me branche bien, ça a l'air cool. Voilà. Ça fait très, j'ai l'impression de bobo parisien. Ça fait partie des trucs que j'avais notés. Mais... Moi, j'ai sorti ma carte UGC illimitée là. Non, mais du coup, à propos de UGC illimitée, j'ai vu 20 dieux. Enfin, j'ai vu pas mal de films récemment, et 20 dieux, c'est un peu mon coup de cœur. Enfin, j'ai vraiment bien aimé 20 dieux. Je trouvais ça bien chouette, bien mignon et tout. Donc, c'est dans le milieu agricole, hein, ouais, c'est ça. Et justement, je trouve que de mettre un peu en lumière des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, je trouve ça vraiment chouette. Surtout que c'est pas des acteurs professionnels qui vont jouer dans le film et qui jouent très très bien. Donc voilà, je vous conseille 20 dieux. Ok, trop bien. Trop chouette. Et ben, je vais prendre vos recommandations et je vais aller au cinéma avec mes écouteurs. Non, toi, t'écoutes quoi un peu en ce moment? J'ai vu que t'écoutais un truc, non, tout à l'heure en voiture, ou peut-être pas, non, c'était peut-être un stage. Je suis plus du genre à mettre des playlists en aléatoire sur Spotify. Ok. Et ça fait un good mood, quoi. Ça marche aussi. Et trop bien. Est-ce qu'il y a des projets dont on n'aurait pas forcément parlé qui arrivent relativement prochainement? Je ne sais pas si vous avez envie de communiquer sur un truc en particulier, ou peut-être des dates de compète qui peuvent être cool si des gens aussi veulent vous suivre, si vous les avez d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le cas. Hein, mais... on a quoi? On a des Europes en juin. Ok. Championnat d'Europe en juin, championnat du monde à Milan en août. Puis Milan en août, plutôt cool. Ouais, c'est chouette. Ouais. Je pense que et ça va puis être après, sympa. en news sympa aussi, je commence mes heures de conduite dans 2 semaines. Donc n'allez pas sur la route pendant le mois de mars parce que j'y serai. Voilà. C'est un truc qui te fait Paris appréhender. 14e particulièrement. Non, ça me fait pas vraiment dire, je kiffe, je suis trop contente, j'ai hâte. Bah ouais, c'est clair, c'est trop cool. T'as précisé l'arrondissement tout à l'heure. Il me reste plus qu'à vous remercier toutes les deux. C'était trop bien de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'était chouette. C'était trop chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bien. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de Par Amour du Sport. Et puis si ça vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, puis à glisser tous vos commentaires. Ça donne de la force pour continuer l'aventure. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Salut, bisous.